Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue sur le balado L'investisseur transformé avec moi-même, votre animateur Ruben Antoine. Nous lançons cet épisode spécial afin de répondre à de nombreuses questions qui circulent sur le dernier budget fédéral en ce qui concerne les nouvelles mesures sur le gain en capital. Depuis la sortie du budget, des conseillers financiers ainsi que des comptables, des fiscalistes ont reçu beaucoup d'appels, de courriels de leurs clients leur demandant s'il y a une planification fiscale active quelconque à mettre en place. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons non seulement expliquer ce récent changement fiscal qui affecte les gains en capital, surtout si ça peut avoir un impact sur votre situation financière, mais nous allons aussi explorer quelques opportunités potentielles pour vous aider à atténuer tout niveau d'imposition plus élevé. Donc, pour ce faire, nous sommes accompagnés du fiscaliste Réginald Pierre-Louis, qui est à sa deuxième participation au podcast. Donc, Réginald était venu nous parler des mythes et réalités en fiscalité l'an passé. Pour en savoir plus sur lui, je vous invite donc à aller écouter les épisodes 18 et 19 qui sont sortis en avril 2023. Et je tiens chaleureusement à le remercier, Réginald, d'avoir accepté un si court délai de venir nous éclairer sur les changements fiscaux du budget fédéral. À noter, avant qu'on commence, que notre conversation d'aujourd'hui a pour but de vous informer. Cela ne constitue pas du conseil fiscal. Donc, avant de prendre toute décision en lien avec les nouvelles annonces, c'est très important. Nous recommandons fortement d'en discuter avec votre comptable et votre fiscaliste. Bonne écoute. Bonjour Réginald, content de te revoir encore une fois sur notre podcast. Bonjour Ruben, merci beaucoup de m'inviter à nouveau. Réginald, on va commencer par la base. C'est quoi un gain en capital? Eh bien, un gain en capital, c'est le profit qu'on réalise lorsqu'on vend d'une immobilisation. Une immobilisation, c'est quoi? Une immobilisation, si je veux faire ça très, très sommairement, parce qu'on peut rentrer dans les détails et ça va devenir compliqué, mais c'est un bien qui va générer des revenus qu'on va détenir à long terme. Un exemple classique d'une immobilisation peut être des actions cotées en bourse ou même des actions d'une société privée qu'on détient à long terme pour justement en vue de notre retraite, quoi que ce soit, on les achète, on les détient longtemps. Une autre immobilisation qui est très répandue, qu'on connaît beaucoup, un immeuble locatif. Et là, ici, j'ajoute une petite précision. Je ne parle pas d'un flip immobilier, mais vraiment d'un immeuble locatif qu'on détient dans le but de générer des revenus locatifs. Alors, lorsqu'on va disposer de ces biens-là, par exemple, on prend des actions boursières, c'est très facile. J'achète des actions de Facebook en 2018, j'en dispose en 2024. Le profit, espérons, qu'on réalise à ce moment-là, va constituer un gain en capital. Et de même, si je réalise une perte, ce sera une perte en capital. Un exemple vraiment simple chiffré, on achète une action à 200 $, on le vend à 500 $ parce qu'il y a une croissance. Le gain en capital, c'est la différence entre les deux de 300 $. Exact. Parfait. Puis, tu as mentionné quelques exemples. Peux-tu me donner justement tu as dit les immeubles locatifs, les actions. Quand on parle de biens ou actifs qui génèrent des gains en capital, je comprends qu'il peut y avoir une multitude, mais c'est quoi les exemples les plus communs? Outre les deux que j'ai mentionnés, par exemple, un chalet, une maison, vont être des immobilisations qui vont générer, normalement, encore là, espérons-le, un gain en capital au moment de la disposition. Autre chose, dans le fond, tantôt, je parlais de placement boursier. Il faut faire attention. On parle ici d'investissement de placement non enregistré. Quand c'est dans un REER ou dans un CELI, là, évidemment, si vous investissez dans votre REER, que le REER investit dans des actions, les actions ont un profit, on vend, il n'y a pas de gain en capital qui est imposable pour le particulier. C'est lorsqu'on retire le REER, on s'impose sur le retrait en soi. Même chose le CELI. Oui, il va y avoir des gains en capital qui vont être réalisés dedans, mais il n'y a pas d'imposition qui va se faire au niveau du particulier, au niveau du détenteur. Fait que ce qu'on voit beaucoup, c'est les actions cotées en bourse, les immeubles locatifs, les chalets, maisons, tout ce qui est bien immeuble en fait. Aussi, lorsqu'on détient des actions de sociétés privées, parce que j'ai mentionné sociétés publiques à plusieurs reprises, mais également des actions de sociétés privées. Donc, un entrepreneur, un investisseur qui détient des actions de Fabrico,
Une entreprise qui fabrique des tables, ben, les actions de la société vont être des immobilisations. Pour une société, l'équipement qu'elle utilise pour générer du revenu d'entreprise, ce sera généralement des immobilisations. On va appeler des immobilisations amortissables, tout comme un bâtiment, par exemple, versus des actions qui sont des immobilisations non amortissables. Donc, pour avoir un gain en capital, il faut disposer à profit d'une immobilisation. Fait que c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours dans la vie courante pour la grande majorité des gens, un gain en capital. Parce que ça prend un investissement dans un bien, une immobilisation et une revente à profit plus tard. Fait que c'est pas comme un salaire dividende que j'ai mon entrepreneur, qui a sa société, qui arrive en fin d'année, qui appelle son comptable ou son fiscaliste, qui dit, bon, ben, est-ce que je me rémunère en salaire, en dividende? Il n'y a pas la troisième option gain en capital, sauf si dans l'année, il y a eu des dispositions de biens. Mais sinon, c'est pas une option, c'est pas une méthode de revenu annuel qu'on discute que là, ben, cette année, on va faire le choix d'avoir un gain en capital. C'est pas un choix, c'est un événement qui survient. Mais justement, j'aime que tu précises le côté événement, puis un de ces événements, ça peut être une vente. Justement, tu parles de dispositions de vente qui viennent générer ce gain-là. Est-ce qu'il y a aussi d'autres événements typiques de la vie, qu'on parle des gens, là, des individus, des événements de la vie, des transitions de vie, justement, qui peuvent déclencher des gains, même si on n'a pas vendu les biens? Est-ce que tu en as quelques exemples de ces situations-là? Évidemment, oui, il y a plusieurs exemples, des fois qu'on passe pas tout le temps, au décès. L'impôt au décès je sais que c'est un sujet qui est quand même, que les gens veulent pas parler de décès, mais ça reste que l'imposition au décès, c'est un sujet complexe, c'est un art en soi. Il y a des fiscalistes qui se spécialisent uniquement dans l'impôt au décès. La règle de base qui est importante de se rappeler, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais la règle de base, c'est qu'une personne qui décède, elle est réputée, donc c'est une fiction fiscale, elle est réputée avoir vendu tous ses biens. Donc, c'est comme si elle les a vendus, même si elle les a pas vendus. Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, monsieur, madame décède, détient des terrains depuis des années, des actions cotées en bourse, des placements non enregistrés, donc ça peut être aussi des fonds communs, etc., détient un parc immobilier, décède, eh bien, il est réputé avoir disposé de tous ses biens à la juste valeur marchande. Donc, si quelqu'un a un parc immobilier, ne s'est pas bien préparé, n'a pas consulté un fiscaliste, ça fait en sorte qu'il peut avoir une très mauvaise surprise pour la succession au moment du décès, puisque il va devoir payer l'impôt sur la juste valeur de tous ses immeubles. Sans les avoir vendus. Sans les avoir vendus. D'où l'importance des fois d'avoir une assurance vie ou de justement, ça peut forcer la succession à vendre des immeubles pour payer l'impôt. C'est pas quelque chose de plaisant à faire. Quelqu'un qui quitte le pays, donc tous ceux qui ont vu l'inclusion et qui se disent je vais quitter le Canada. Faites attention, quand vous quittez le Canada, vous avez également une disposition réputée de tous vos biens, sauf certaines exceptions, encore une fois, sauf les biens canadiens imposables, mais sinon, actions cotées en bourse, etc., vous risquez d'avoir une disposition lorsque vous quittez le Canada. Une troisième situation qui est visée par une disposition réputée, qu'on pense pas tout le temps, ce sont les dons. Puisqu'une donation, de par la loi, est une disposition réputée des biens à la juste valeur marchande. Alors, pensons par exemple à un parent qui a un parc immobilier, qui entend le podcast, il dit, ah, là, je t'en ai pas d'impôt décès, je vais tout donner ça à mon enfant immédiatement. Eh bien, en donnant à son enfant, il est réputé, donc la fiction fiscale, il est réputé avoir vendu son parc immobilier à la juste valeur marchande, donc facture fiscale à avoir. Alors, je fais un don à mon enfant, je reçois rien, je dois m'imposer, je dois payer l'impôt pareil. On ne peut pas transférer, on ne peut pas léguer un bien sans impôt par don. Et finalement, dernier cas d'espèce qu'on pense moi aussi, les changements d'usage. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Par exemple, j'ai acheté un duplex, je vis dans mon duplex pendant 5-10 ans. Je quitte l'appartement de mon duplex pour acheter une maison. Lorsque mon duplex passe d'un usage personnel à un usage d'affaires, puisque je vais maintenant le louer, j'ai à la base une disposition réputée. Donc, je devrais m'imposer sur la juste valeur du changement d'usage. Donc, si j'avais un duplex, j'utilisais la moitié du duplex fait l'objet d'une disposition réputée. Encore là, il y a des choix qui sont prévus dans la loi afin d'éviter la disposition réputée, mais si le choix n'est pas produit à temps, il y a disposition réputée et il y a de l'impôt à payer, même si j'ai simplement déménagé. Et même si c'était la résidence principale avant, pour la part si c'est la résidence principale, il y a quand même un gain, sauf que je peux l'exenter. Exact, OK, je comprends. Mais le gain est quand même là. Mais merci d'avoir précisé, c'est vrai, oui, il y a l'exemption pour résidence principale qui peut être pris généralement sur ce gain-là. Alors, c'est
beaucoup d'événements, si on le récapitule, le décès, l'immigration, le don entre vifs, le changement d'usage, ce sont les situations les plus courantes, regardez ça simple, que on peut se retrouver à avoir un gain en capital sur les biens qu'on dispose qu'on ne l'avait pas prévu. Donc, on comprend c'est quoi un gain en capital, on comprend les types d'actifs généralement là qui peuvent générer un gain ou les types d'événements de la vie qui peuvent aussi déclencher un gain même quand on n'a pas vendu les biens. Comment s'est imposé un gain en capital actuellement? Donc, on va parler des changements tantôt, mais mettons actuellement. Lorsque je réalise un gain en capital, le gain n'est pas inclus à 100% dans mes revenus. Il est inclus à 50%. Alors, si j'ai un gain de 100 dollars, c'est 50 dollars que j'inclus dans mes revenus. Et le taux d'imposition, on va utiliser le taux d'imposition marginal, qui est le taux à utiliser, le taux d'imposition marginal maximum, qui est le taux à utiliser lorsqu'on fait des comparaisons, reste le même que celui du salaire. Le taux d'imposition du gain en capital, c'est le même que le salaire, 53,31% maximum au Québec. Par contre, j'inclus juste 50% de mon gain. Ce qui fait que sur mon gain de 100 dollars, j'ai inclus 50 dollars fois 53,31%. Je me retrouve avec un taux d'imposition marginal maximum de 26,65%. Ça, c'est l'état actuel avant le 25 juin. Et qu'est-ce qui va changer à partir du 25 juin? Pour le particulier, par exemple, on reste avec le particulier, les gains en capital excédant 250 000 annuellement, au lieu d'être inclus à 50%, ils seront inclus à 66,2%. Alors, je reprends mon exemple. J'avais 100 dollars de gains. Avant le 25 juin, j'inclus 50%. Après le 25 juin, j'inclus 66,2%, donc 67 dollars arrondissons. Et ensuite, je viens appliquer mon 53,31% d'impôt. Donc, ça va donner, grosso modo, je pense autour de 35% l'imposition maintenant d'un gain en capital net, là, lorsqu'on tient compte de l'inclusion du taux d'impôt. Ça va être imposé autour de 35%. Donc, quand on était imposé à 26% avant, 27, on va dire 26 point quelque chose, ça a augmenté à 35% comme tu veux dire. Donc, c'est quasiment une augmentation de 9% d'imposition sur le gain en capital pour la portion qui est au-delà du seuil exempté, du seuil à petit taux. Exact. Il y a eu plusieurs annonces dans le budget fédéral de la semaine passée, mais ça a été le changement qui a fait beaucoup parler dans les médias. C'est quand même un changement qui a fait plusieurs personnes. Avant qu'on développe plus là-dessus, on comprend qu'il y a une augmentation du taux d'inclusion des gains en capital. Si on reste encore du côté des individus, est-ce qu'il y a certains biens ou actifs qui sont exclus par cette nouvelle mesure? On l'a mentionné tantôt, la résidence principale. La résidence principale, le concept d'imposition va être exactement le même. La différence, c'est qu'on a droit à notre exemption pour résidence principale, ce qui fait qu'on n'aura pas d'impôt. Mais quelqu'un qui n'a pas son exemption va être sujet à ces règles-là. Quelqu'un qui a 2 résidences va être sujet à ces règles-là pour la 2e résidence qui n'a pas d'exemption. Les comptes enregistrés, évidemment, pour le particulier, ne verra pas d'imposition, dans le sens que le REER, le CELI, on retire ses débuts d'impôt. Le REER, on va retirer, ça va être imposé au moment du retrait, et on a la déduction lors de la cotisation. Donc, le CELIAP, même chose, la cotisation déductible, le retrait non imposable. Donc, sur tous ces éléments-là, si un particulier dispose d'actions de société, d'actions admissibles de petites entreprises qu'on appelle des AAPE, donc sommairement des actions de sociétés privées qui respectent certaines conditions, il aura droit à sa déduction pour gain en capital. Les particuliers dans le domaine de l'agriculture et des pêches auront toujours droit à leur déduction pour gain en capital, ce qui va permettre d'exenter une partie du gain en capital malgré la hausse du taux d'inclusion. Et bien évidemment, l'exemption de 250 000 annuellement pour les particuliers qui va permettre de conserver l'ancien taux, le futur ancien taux, un peu bizarre à dire, de 50%. Réginald, quand on pense aux entrepreneurs, aux médecins corporés, il y a des consultants aussi qui se structurent en société. Donc, plusieurs personnes qui accumulent leur patrimoine financier ou une partie de leur patrimoine financier à travers une compagnie. Est-ce que cette mesure, on a parlé beaucoup des individus, mais est-ce que cette mesure s'applique aussi pour les gains en capital qu'on réalise à l'intérieur d'une compagnie? Eh bien oui, la compagnie n'est pas épargnée. La société, en fait, n'est pas épargnée. Et en plus, dans la société, il n'y a pas d'exception pour les premiers 250 000. Oh, wow, OK. Dès le premier dollar dans la société de gain en capital réalisé, le taux d'inclusion sera de 66,2%. OK. C'est très clair sur l'augmentation du taux, mais on s'entend, on parle de gain en capital dans une compagnie. On le voit que plusieurs personnes ont exprimé que peut-être,
c'est une question d'opinion ou de perspective, mais que ça va décourager l'innovation, l'entrepreneuriat, la productivité. Donc, pour compenser, le gouvernement a fait d'autres changements annoncés dans le budget fédéral dans le but d'essayer de justement ne pas décourager l'entrepreneuriat et la prise de risque. De quoi s'agit-il? Je veux juste que tu nous dis un peu, je sais il y a beaucoup de détails, mais un peu les détails de ce qui a été partagé par rapport à cela. Il y a eu plusieurs mesures, comme tu dis, pour favoriser la productivité puis éviter le découragement d'investir dans des sociétés privées. Quelques-unes plus mineures, mais qui auront des impacts significatifs. Au niveau fiscal, pour amortir les biens, ils sont par catégorie et on a un taux d'imposition. Les biens des catégories 44, donc les brevets, catégorie 46, l'infrastructure réseau, notamment les serveurs, et les catégories 50, donc le matériel informatique, entendre ici les ordinateurs. Tous ces biens-là, plutôt que de les amortir graduellement, pourront être amortis à 100%, donc pour être déductibles à 100% dès la première année. OK, pour sauver de l'impôt pour la compagnie. Oui, on parle d'un report d'impôt ici, parce que si on revend ces biens-là, il va y avoir un petit peu d'imposition tout dépendant de la valeur résiduelle. Mais c'est rare que ces biens-là prennent de la valeur, donc généralement, souvent, à la fin, c'est juste distribué ou juste peu importe. Donc, ici, c'est pour encore là favoriser l'investissement par les sociétés dans les biens que le gouvernement considère productifs. Donc, l'infrastructure, le matériel informatique, des brevets. Et le budget a une grosse saveur technologique. Des investissements de plusieurs centaines de millions dans l'innovation, l'intelligence artificielle, les fintech. Bref, on voit qu'ils visent ça. Un autre élément, et ça, c'est pour la société. Pour l'investisseur, deux mesures ont été dévoilées. La première, la déduction pour gain en capital, qui est maintenant rendue à 1,16 million, qui augmente avec l'inflation à chaque année. Eh bien, dans le fond, on lui a fait faire un petit bond. On lui a tout de suite mis l'inflation de 2025, mais applicable en 2024. Donc, en gros, on est venu majorer la déduction pour gain en capital, l'exonération pour gain en capital de 1,16 million à 1,250 million en 2024. Aucune augmentation en 2025 et ensuite on continue l'inflation. Juste pour clarifier pour les auditeurs auditrices, cette exonération cumulative de gain en capital est accessible à tout Canadien et Canadienne. C'est sûr qu'il y a des critères à respecter qu'on va pas s'attarder là-dessus, mais toute personne qui se lance en entreprise, si les critères sont respectés et ils vendent l'entreprise, peuvent générer un gain en capital de maintenant 1,250 million comme Réginald a partagé et ne pas payer de l'impôt dessus. Généralement. Après, il y a un peu plus de complexité là-dessus, mais c'est juste pour retenir pour ceux qui ne le savaient pas. Et tout le monde a accès à ça. Là, c'est pas réservé à une certaine partie de la population. Est-ce qu'il y en a eu d'autres mesures, Réginald? Oui, il y en a eu une autre qui s'appelle l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. C'est tout simplement que le gain en capital qui sera réalisé et admissible à cet incitatif sera inclus à 50% du taux d'inclusion en vigueur. Alors, 66,2% fois 50%, donc le gain en capital sera inclus dans les revenus du particulier à 33,1% plutôt qu'à 66,2%. Donc, c'est une économie de 50% d'impôt pour ces gains-là. Par contre, il y a une liste de critères assez importante et encore plusieurs éléments à valider. Et la dernière petite mesure qui a été faite spécifiquement pour les investisseurs, c'est les fiducies d'employés. Une fiducie collective d'employés, je vais appeler ça un regroupement d'employés qui se met ensemble, qui utilise une fiducie pour acheter les actions de l'actionnaire qui se retire. Et ça, c'est gros, parce que l'actionnaire va pouvoir exempter, on parle pas de réduction d'impôt ici, on parle d'exenter, t'es prêt, Ruben? 10 millions de dollars de gains en capital. 10 millions. C'est énorme. Mais il doit vendre à son regroupement d'employés. Il y a énormément de conditions. C'est très complexe. Définitivement original. Bon, revenons aux gains en capital imposés plus élevés. Le gouvernement a partagé que cette mesure-là, ça vise les ultra-riches. Puis je pense qu'ils ont lancé une donnée que c'est environ 40 000 Canadiens, soit 0,13% de la population, qui va être affectée par la hausse d'impôts de gains en capital. Donc, c'est vrai qu'une grande partie de la population en général ne sera pas affectée par ces nouveaux changements, mais le fait que ça vise les ultra-riches, c'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que cette donnée-là, ou ce qu'ils partagent en disant ça, ça a l'air d'être exact? C'est qui les ultra-riches? Comment on définit un ultra-riche? C'est une très bonne question. Je te pose la question, Ruben. Comment on définit un riche, un ultra-riche, une classe moyenne, un pauvre? Comment on définit ça?
Mais c'est sûr que, encore une fois, c'est une question de perspective, d'opinion. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, étant dans le domaine de la gestion de fortune, la gestion de patrimoine financier, on a tendance à avoir notre définition et dans ce domaine-là, puis les gens peuvent aller sur Google et regarder des ressources comme Forbes, comme Investopedia. Ces ressources-là tendent à définir un ultra riche. C'est vraiment un terme qui existe dans notre domaine comme quelqu'un ayant des actifs liquides, donc ça inclut pas la maison, de 30 millions et plus. Donc, on s'entend que 30 millions et plus, là, on s'entend que cette mesure-là ne va pas juste toucher ces gens-là, hein. On parlait de gain en capital tantôt, tu parles d'événements de vie. Il y a plusieurs personnes qui ont bien moins que 30 millions et bien moins que 20 et bien moins que 10 et peut-être même moins que 5 millions qui pourraient être affectés par ces mesures-là. Réginald, peux-tu me donner justement quelques exemples d'autres profils de personnes qui pourraient subir les impacts de ces changements-là, même s'ils sont pas dans cette catégorie de 0,13% de la population? Définitivement, si on définit un ultra riche par des liquidités supérieures à 30 millions, non, ce ne sont pas majoritairement eux qui vont être... Oui, ces personnes-là risquent d'être affectées, c'est vrai, mais ce ne sera pas seulement eux. On en parlait tantôt, par exemple. Ici, on vient également affecter les personnes qui ont fait des choix il y a des années, basés sur le système fiscal à ce moment-là, et qui aujourd'hui vont se retrouver à payer plus d'impôts. Par exemple, ce qu'on voit le plus souvent, l'exemple qu'on montre le plus souvent, le couple qui a acheté un duplex il y a 15-20 ans, aujourd'hui a une valeur, une plus-value supérieure à 250 000 sera affecté par cette mesure-là. C'est un bon point parce que quand on pense aux gens de la classe moyenne, si on regarde la définition générale de la classe moyenne, tu sais, quelqu'un peut avoir eu un revenu de 50 000 par année, mais avait acheté un immeuble, comme tu as dit, il y a 20 ans, puis visait sur ça pour son fonds de pension, tu sais, payait son immeuble, et puis après, c'est payé. Tout d'un coup, cette personne-là va être inclus à la vente de cet immeuble-là s'il y a un gros gain en capital. Tu sais, des fois, on voit des situations où les gens, ils ont des jobs, des emplois bien normaux, mais ils avaient hérité d'un chalet d'un membre de la famille. Et puis, on s'entend sur un actif, c'est pas tout le monde qui a un chalet, mais ça veut pas dire que cette personne-là gagne beaucoup d'argent. Ben là, à la vente du chalet, si c'est pas sa résidence principale, ben, ils vont aussi payer plus d'impôts. Donc, c'est important de dire que plusieurs personnes au-delà du 40 000 Canadiens peuvent être affectées par cette nouvelle mesure-là, définitivement. Bon, on voit que ces changements-là touchent plus large dans la population. Juste en écoutant ce qui se passe dans les médias, en parlant avec des confrères, consoeurs qui sont dans le domaine fiscal, comptable, ce qu'on voit, c'est que ça a créé un petit vent de panique depuis les derniers jours, juste parce que les gens se posent beaucoup de questions, hein. Ils se demandent non seulement quoi faire, mais surtout quelle décision, quelle action, s'il le faut, qu'il faut effectuer avant le 25 juin. Donc, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, Réginald, c'est que on va parler de certains profils généraux, juste pour voir qu'est-ce qu'il faut penser, peut-être des opportunités de réduire l'impôt. C'est important de dire que ici, chez TMA, on déconseille quand même aux gens d'agir précipitamment quand toute décision doit être vraiment soigneusement regardée et évaluée en consultation avec leur fiscaliste. Réginald et moi, on va survoler quelques impacts de ces changements sur certaines situations ou profils, mais c'est de nature très générale, hein, à titre informatif seulement. Assurez-vous de tenir compte des aspects de votre propre situation et de discuter avec votre comptable. Donc, Réginald, je vais y aller avec ma première question que les gens se posent. Est-ce qu'il faut absolument se presser à réaliser des gains en capital avant le 25 juin, justement pour profiter du taux d'inclusion de 50%? Pour la majorité des cas, non. Ce serait ma réponse. Si j'étais obligé de répondre oui ou non, je dirais non. Pourquoi? Ben, il y a déjà une exemption de base qui reste à 50%, 250 000 annuellement, ce qui n'est pas un petit montant pareil. On va donner à César ce qui revient à César. Deuxième des choses, avant de tout vendre, il faut se questionner quelles sont nos intentions de détention. Si on a un portefeuille d'1 million qu'on pense vendre en 2025, oui, ça pourrait être plus bénéfique de le vendre en 2024 avant le 25 juin. Par contre, si on pense le conserver pendant 10-15 ans, ici, je te lance la patate chaude, façon de parler, ça peut dépendre parce que qu'est-ce qui est le plus bénéfique entre payer l'impôt immédiatement et perdre le rendement sur cet impôt-là versus le laisser dans la société ou le laisser dans ses mains personnellement dans le placement pour que cet impôt-là qui est finalement évité puisse faire du rendement de sorte que quand j'arrive à un certain point, l'augmentation du taux d'inclusion ne change plus rien. Parce qu'annuellement, faut pas oublier que même si je le sors annuellement, j'ai toujours mon 250 000 à 50%. Fait qu'il faut vraiment voir cet excédent-là. Est-ce que ça vaut la peine de payer cet impôt-là ou plutôt que de le laisser faire des petits? Et ça, c'est beaucoup de questions, ça repose sur beaucoup d'hypothèses. Puis ça, c'est le domaine de la finance. Je ne suis pas confortable d'en parler. Donc, Ruben, je te lance la question. Que penses-tu de ce que je viens de dire?
Tu dis que tu te sens pas confortable d'en parler, mais je pense que tu l'as très bien expliqué. Puis c'est ça le point, hein, c'est est-ce que je paye l'impôt en avance avant le 25 juin parce que le taux est plus bas maintenant pour justement profiter de cette opportunité-là. Puis après, quand ça augmente, ben, j'aurais prépayé mon impôt, ou est-ce que je reste statu quo puis je paierai plus d'impôts plus tard? Puis ça, c'est beaucoup d'analyses qu'on a faites à l'interne. Si on paie un impôt en avance, on sort cet argent-là de notre portefeuille. Oui, c'est à un plus petit taux, mais on le sort dans notre portefeuille. Donc, cet argent-là, là, on va dire que c'est un impôt de 100 000 $. Ce 100 000 $-là n'est plus investi dans notre portefeuille pour générer des rendements. Il y a toujours un moment dans le futur où, si on avait gardé ce 100 000 $ dans notre portefeuille, donc l'argent du gouvernement qu'on garde dans nos poches, mais qu'on fait de l'argent dessus, il y a toujours un moment dans le futur où l'argent qu'on aurait généré sur ce 100 000 $-là va être plus élevé si on va beaucoup plus longtemps dans le futur, pas nécessairement l'année prochaine ou dans 2 ans, va être beaucoup plus élevé l'argent généré dans ce 100 000 $-là par rapport à l'impôt supplémentaire qu'on va payer plus tard au plus haut taux. Donc, c'est ce point de croisement-là qui va déterminer la décision. Est-ce qu'on vend à l'avance ou est-ce qu'on garde l'argent, on vend pas puis on fait rien. Puis, en général, ce que ça a montré, c'est que si quelqu'un est jeune, par exemple, on parle, tu sais, j'ai eu des appels de jeunes médecins qui investissent, par exemple, dans leur corporation, puis qui ont encore 30 ans devant eux avant d'être à la retraite. Donc, ils vont vraiment avoir besoin de cet argent-là dans 30 ans. Ils me demandent est-ce qu'ils doivent vendre tout de suite. La réponse est généralement là est non, parce que la période de détention est tellement longue qu'on va faire beaucoup plus d'argent maintenant que l'impôt qu'on aura payé dans le futur. Donc, il y a ce moment de croisement-là pour voir est-ce que ça vaut la peine. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que dès que la période de détention est plus que 8 à 9 ans, ça vaut la peine de ne rien faire. Et puis là, on a utilisé un taux de rendement d'environ 5%, là, mais en gros, plus qu'on a un long horizon de temps, on fait rien, on ne vend pas. Mais d'un autre côté, si on est quelqu'un de plus âgé, on va dire que on a 88 ans, 90 ans, donc on parle d'une période de détention plus courte, ou on est un peu plus jeune, mais à cause qu'on a des problèmes de santé, on pense que notre espérance de vie est écourtée. Une autre situation, on est retraité dans la soixantaine ou mi-soixantaine, mais on fait des gros retraits de nos portefeuilles, donc l'horizon de temps de notre investissement est plus court parce qu'on va vendre, comme tu disais, bientôt. Dans ce cas-là, ça peut nécessiter, parce qu'on a besoin de l'argent pour un temps qui est moins de 9 ans, ça peut nécessiter qu'on réalise des gains en avance. Donc, c'est vraiment des analyses un peu complexes, mais la logique est, plus qu'on a un long horizon de temps, il n'y a pas de presse nécessairement à vendre tout et de réacheter pour générer des gains avant le 25 juin, là. Il faut vraiment consulter vos conseillers financiers, vos gestionnaires de portefeuille, vos fiscalistes pour voir vraiment ce croisement-là, la situation personnelle pour après prendre une décision. Merci, Ruben, pour l'éclaircissement. Un autre élément que j'ajouterais, parce que là, on parlait beaucoup des actions boursières, ici, on parle de placement, mais les immeubles aussi. J'ai déjà entendu des personnes parler de « Ah, je vais transférer mon immeuble à ma société. Je vais vendre mon immeuble à ma société, réaliser la plus-value maintenant et m'imposer dessus pendant que le taux est plus faible, vu que j'ai une grosse plus-value. » Faites attention parce qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte, notamment, tout dépendant de la société, qui la détient, etc., il peut y avoir des droits de mutation si les exceptions des droits de mutation ne sont pas respectées. De sorte que, oui, vous devancez d'impôts, mais vous payez aussi des droits de mutation qui, eux, vont tout simplement, c'est vraiment un paiement que vous faites que vous ne verrez plus. C'est pas comme de l'impôt que vous avez payé d'avance, etc., que ça, plus tard, vous allez en payer moins. Alors, il y a beaucoup de considérations, que ça soit des actions, des biens immeubles, etc. Si vous voulez disposer de ces biens-là pour réaliser le gain maintenant, définitivement consulter le comptable, le fiscaliste, voir les impacts, voir si ça vaut la peine. OK, une autre situation originale. Je suis un individu, j'ai des gains en capital latent dans mon portefeuille. Que devrais-je considérer? Un peu sur ce qu'on vient de dire, ça c'est la situation classique. N'oubliez pas qu'à chaque année, en tant qu'individu, il y a quand même l'exemption du nouveau taux, parce que c'est pas une exemption d'impôt, pour les premiers 250 000 $ de gains. Alors, si votre portefeuille a une plus-value peut-être de 1 million, puis que vous pensez le garder 4-5 ans, ne vous compliquez pas la tête, faites juste disposer graduellement 250 000 par année. Si on est dans plusieurs millions et que là, vous voulez tout sortir dans les 2-3 prochaines années, là, oui, il y aurait l'analyse à faire. Mais sinon, n'oubliez jamais qu'en tant que particulier, vous avez votre exemption de 250 000 par année qui va être inclus à 50%. Donc, c'est définitivement à prendre en considération avant de se dépêcher de faire un mouvement, de faire une action qui ne peut pas être annulée. Je te lance un autre profil. Je suis un individu, j'ai des gains en capital latent dans mes placements corporatifs maintenant parce qu'on était un peu plus focus individu du côté personnel tantôt.
Que devrais-je considérer? Faut-il tout vendre et racheter pour bénéficier du plus bas taux avant le 25 juin, sachant qu'il n'y a pas de limite de 250 000 à petit taux quand on parle de corporation? Eh bien, ici, le même raisonnement s'applique, sauf que le taux d'imposition n'est pas le même. Quand c'est corpo, si je le fais avant le 25 juin, c'est 29% à peu près mon taux d'imposition combiné, les deux ensemble, corpo et perso. Si je le fais après, je suis à 39%. Puis cette analyse-là se fait maintenant, façon de parler. Contrairement aux particuliers qu'à chaque année, il y a le 250 000, donc on peut en reparler, puis etc. La société, à partir du 25 juin, on est rendu à 39%. Déjà, toi, Ruben, je crois que tu dois être très occupé à discuter avec tes clients présentement. Laisse-moi vous dire que les fiscalistes reçoivent pas mal d'appels parce que là, ici, c'est 10% d'impôt parce qu'on passe de 29 à 39% lorsqu'on a un gain en capital dans la corpo. Et c'est uniquement maintenant qu'on peut encore bénéficier du 29 jusqu'au 24 février, du 29% avant le 25 février. Alors, s'il y a de quoi à réaliser, s'il y a de quoi à le faire, l'examen des intentions, de qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, etc., le 10%, le break-even point, c'est maintenant qu'il faut faire l'analyse. Et ça, ben, c'est les Ruben de ce monde qui peuvent vous aider par ça. Ce n'est pas le fiscaliste. Beaucoup d'hypothèses à examiner. Parfait. Deux autres petits cas. Je suis un individu qui détient, on va dire, une résidence secondaire, que ce soit un chalet ou un condo près des pentes de ski. Que devrais-je considérer? L'exemption pour résidence principale s'applique sur une résidence par année de désignation. Donc, quelqu'un qui a deux résidences, un condo au chalet et une maison, ou un condo et un chalet, peu importe, va devoir faire l'analyse laquelle des deux propriétés est la plus optimale quant à l'exemption pour résidence principale. Et là, en prenant cette exemption-là, il va falloir aussi considérer la réduction de 250 000 qui va pourrait venir changer le calcul. Encore là, le calcul va rester le même qu'avant. L'immobilier qui a le gain en capital annuel le plus élevé, généralement, c'est à elle qu'on va venir prendre l'exemption pour résidence principale. Maintenant, avec la nouvelle réduction de 250 000, j'ai pas encore fait le calcul de savoir si ça allait être un changement, mais instinctivement, ça devrait être le même raisonnement. Fait que ça revient à la même chose. Laquelle je prends l'exemption, lequel est le mieux. Puis l'autre, ben, malheureusement, tout pendant des perceptions, il va falloir regarder la plus-value potentielle. Définitivement. Qu'est-ce que tu dirais à, par exemple, puis ça, c'est vraiment un vrai cas, là. J'ai un client qui m'a appelé la semaine passée. Ce client-là envisageait déjà de vendre son chalet cette année. Mais c'est sûr que là, il s'est demandé, écoute, j'allais le mettre sur le marché, on va dire, en août. Est-ce que je devrais considérer le mettre sur le marché maintenant pour possiblement le vendre avant le 25 juin? Puis encore une fois, on parle d'un chalet qui a une plus-value de plus de 250 000. Donc, il y a une portion qui aurait une économie d'impôt si il réussit à le vendre avant le 25 juin. Qu'est-ce que tu penses de ce cas-là? Il y a des éléments autres que fiscaux à examiner. Notamment, s'il se dépêche à faire une vente de feu avant le 25 juin, sera-t-il capable d'avoir son prix? Autre élément, les notaires vont être très occupés aussi d'ici le 25 juin. Donc, il faudrait dès maintenant qu'il y ait déjà, on est le 23 avril, il faudrait déjà qu'on ait une date quasiment de notarié. Fait qu'il faut qu'il l'ait mis en vente, que quelqu'un l'ait inspecté, quelqu'un est d'accord, qu'il ait parlé avec sa banque, qu'il ait le financement ficelé, puis qu'on passe au notaire avant le 24. Ça me paraît très précipité. Il va peut-être être obligé de réduire son prix de vente pour ça. Encore là, la question se pose. J'ai 8% d'impôt de plus sur la portion excédant 250 000. De combien le prix de vente devra-t-il être réduit? Si finalement, l'impôt que je sauve, je réduis mon prix de vente conséquemment, ça vaut pas la peine de se dépêcher. On n'est pas gagnant. On n'est pas gagnant. Ouais. Et encore là, même s'il pense vendre son chalet, il faut calculer le gain sur la maison pour voir laquelle des exemptions va être la plus bénéfique. Parce que si sur son chalet, par exemple, j'ai déjà vu ça, des personnes qui sont en appartement parce qu'ils adorent être au chalet, passent leur vie au chalet, fait que tout ce qu'ils ont, c'est un appartement en ville. Alors, leur seule résidence, c'est le chalet. Ben, peut-être alors, la question se pose même pas, on prend l'exemption, puis il n'y a pas besoin de se presser. Ou de la même manière, si j'ai une résidence et un chalet, mais que mon chalet a vraiment une plus grosse plus-value, je vais peut-être le favoriser pour prendre mon exemption. Alors, malheureusement, j'ai pas une réponse claire en disant oui, il doit se dépêcher. C'était vraiment, il faut le cas d'espèce, il faut qu'il consulte le fiscaliste, ou pour le conseiller toi, te consulter toi, puis il y a une analyse à faire. Ça dépend. Mais j'aime ça. Le but, c'est pas avoir une réponse claire, c'est vraiment de donner des idées ou des choses à penser aux gens. Puis j'aime vraiment ton opinion là-dessus parce que c'est un peu comme qu'on disait par rapport aux gens qui veulent vendre alors qu'ils ont un long horizon de temps. Évaluer la rentabilité d'une décision, c'est vraiment important. Hein? C'est quoi qu'on gagne, c'est quoi qu'on perd. Qu'on fait le net des deux, est-ce qu'on gagne plus avec une certaine décision? Good. Mais si on perd à la base, on sauve l'impôt, mais on a dû réduire notre prix de vente de 80 000, mais on sauve 70 000 d'impôts. On n'est peut-être pas gagnant là. C'est vraiment important. Dernière situation.
que j'aimerais que tu nous dises ton opinion là-dessus, Réginald. Si on parlait tantôt d'un seul chalet ou d'une résidence secondaire, mais un individu qui détient plusieurs propriétés à revenus, est-ce qu'il y a des considérations, des choses à penser? La vente de ces immeubles. Donc, par exemple, quelqu'un qui détient 3 triplex, bien, s'il les vend tous dans la même année, il risque de payer plus d'impôts versus s'il fait une vente annuellement. Échelonné. Échelonné, exactement. Parce que je fais les mouvements parce qu'on se voit, mais effectivement, l'audio ne me verront pas. Donc, échelonner la vente sur plusieurs années peut être une opportunité. Ça en permet d'aller chercher le 250 000 à plusieurs reprises annuellement. Encore là, c'est la chose que je vois parce que pour l'instant, ça reste que les immeubles locatifs, il n'y a pas d'exemption relativement à ça. Fait que ça serait d'y aller graduellement si c'est possible. Ils n'ont pas encore dit comment est-ce que ça se reflèterait relativement si on prend une balance de prix de vente. Si on vend avec une balance de prix de vente, est-ce que je vais être capable de bénéficier du 250 000 annuellement? Logiquement, non. Ce serait beaucoup trop facile, mais tout d'un coup, qu'ils nous arrivent une belle surprise puis qu'ils disent que oui. Écoute, tant mieux. Mais tant qu'on n'a pas le projet de loi, on ne pourra pas déterminer cet élément-là. Oui. Moi, ce que je rajouterais là-dessus, c'est pour les gens qui aiment l'immobilier, qui veulent bâtir leur parc, continuer à bâtir leur parc immobilier. Des fois, on voit un couple, il y a juste monsieur ou juste madame qui achètent ce bien-là en leur nom. Quand c'est possible, et si c'est votre choix, considérez acheter des biens immobiliers sur les deux noms, parce que dans ce cas-là, on a accès à 2 fois 250 000 qu'on va le vendre. Donc, on vient d'avoir 500 000 du gain qui est au petit taux dans le futur. Juste quelque chose à considérer. Réginald, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres idées, d'autres opportunités de planification fiscale. On peut pas tout couvrir. Juste rapidement, moi, je pense à les gens qui font déjà des dons de bienfaisance, surtout à partir d'une société, des dons de bienfaisance en biens, en placement, en actifs. C'est encore plus justifié d'en faire parce que, comme on sait, c'est un petit peu plus pénalisant d'avoir des gains en capital dans une société. Donc ça, c'en est un. Faire des legs, des héritages de son vivant à nos enfants. Oui, il y a un impact fiscal quand on fait le leg, mais après, l'augmentation future de ces biens-là va avoir accès aux 250 000 de seuil de chaque personne, de chaque membre de la famille. Il y a aussi les stratégies de récupération de pertes. Nous, en 2022, on a fait la stratégie de faire des pertes fiscales là, parce qu'il y avait une baisse du marché, d'aller récupérer ces pertes-là, de les mettre en banque. Pour ceux qui les ont pas encore utilisées, ben il y a une opportunité de les utiliser dans le futur au plus haut taux pour tous ceux qui est en haut de 250 000. Donc, à garder ça en tête. Moi, je lance ça comme ça, Réginald. Je sais pas si tu as quelques autres idées de planification juste rapides qu'on n'a pas mentionnées avant qu'on finisse l'épisode. Bien, lorsqu'on vend des actions d'une société, des fois, que ce soit dans le cadre d'un gel, qu'on cristallise dans le cadre d'un gel ou des fois, on peut vendre, outre la balance de prix de vente, ce que j'ai déjà vu aussi, c'est des ventes en 2 temps. Surtout si la vente est vers la fin de l'année. Alors, vendre fin décembre une partie des actions et vendre début janvier l'autre partie des actions, ça permet de niveler le gain sur 2 ans. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, c'est ce que je peux avoir pour des actions, mais ça reste que c'est du cas par cas. Donc, juste en discuter avec votre fiscaliste, voir qu'est-ce qui va être possible. Sinon, je pense qu'on en a déjà couvert pas mal de mon côté. Ça fait le tour. Ça fait déjà beaucoup d'éléments à assimiler. Ben justement, on a couvert pas mal et puis je dois dire que, Réginald, toi et moi, on a tendance à être très dans les détails, mais on voulait vraiment fournir, je sais que c'est un épisode chargé, mais on voulait fournir le plus d'outils possible aux auditeurs, aux auditrices. S'il y a juste un point qu'ils ont retenu parmi toute l'heure qu'on vient de discuter là, puis qui peut les aider, tant mieux. Réginald, je sais que c'est vraiment un moment occupé pour toi ces jours-ci, là, cette période de l'année. Donc, je te remercie vraiment d'avoir répondu à l'appel dernière minute comme ça là, pour contribuer encore une fois à notre podcast. Ça fait plaisir. C'est super apprécié à chaque fois que je suis invité ici. Puis, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci, Ruben, de me donner l'opportunité. En fait, je suis professeur à l'EJUQAM pour le 2e cycle en fiscalité et depuis peu, je me suis inspiré un peu de toi, je l'avoue, pour faire un podcast sur la fiscalité. Donc, c'est pas sur la finance, mais c'est axé sur la fiscalité. On va également toucher le monde des affaires et des entrepreneurs. Un nom, tu vas voir, qui sort de l'ordinaire. 2 fiscalistes, un podcast. J'aime ça. Pas plus compliqué que ça. Très simple. C'est ça. Fait que ça va être disponible sur Apple, sur Spotify, sur YouTube, parce que c'est également podcast vidéo, s'il y en a qui sont intéressés. Donc, on a déjà commencé. On traite également de l'origine, l'histoire de l'impôt, qui est un sujet, je pense, très intéressant, que le monde se doute pas. Et pas juste au Canada, mais dans le monde. Je vous invite, le premier épisode est déjà sorti, notamment l'origine de l'impôt, au cas où tu ne savais pas. Ça venait du pillage et des dons aux dieux. J'en dis pas plus. Oh, ok, très hâte d'écouter ça moi-même. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous serez surpris comment la fiscalité peut être intéressante parfois.
Parfait. On va mettre des liens dans les notes de notre épisode justement pour diriger les gens vers ton podcast. Donc, aux auditeurs, auditrices, merci vraiment d'avoir été à l'écoute. J'espère vraiment que cet épisode avec Réginald va vous aider à clarifier certaines questions dont vous vous posez sur le budget fédéral et les changements dans les gains en capital. S'il vous plaît, partagez ce podcast à votre entourage et à toute personne concernée. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des notes sur iTunes, sur Apple Podcasts, sur Spotify ou où vous écoutez vos podcasts, car faire ça, ça permet vraiment à d'autres personnes, plus de personnes de découvrir le podcast afin qu'ils apprennent plus à leur tour et qu'on devienne tous des investisseurs transformés. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.